Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit extrêmement. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Alors, un beau programme ce soir. On parlera de la Peugeot, la bonne vieille Peugeot, qui est moderne aussi. D'ailleurs, Jérôme Micheron, le directeur du produit Peugeot, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On salue également celui qui va nous parler d'un métier, je peux vous le dire, qui est un métier d'avenir, parce que on en a besoin et on en manque. Dépanneur remorqueur. Sylvain Cantrel sera avec nous dans un instant. Les métiers Mobiliance, nous en parlerons. Et puis, dans la deuxième partie, une révolution, pratiquement, on peut le dire. Et elle est française. DG de GCK. C'est un homme qui s'appelle Éric Boudot. Oui, il est directeur général de Green Corp Connection. C'est une PME qui a inventé un kit révolutionnaire. On vous en parle dans la deuxième demi-heure. Et puis nous nous intéresserons à Vroomly. Vous savez, c'est l'outil indispensable pour développer son garage. Donc un interlocuteur des garagistes et du public. Beau programme avec donc la fameuse Peugeot, Jérôme Micheron. Positionnement de la marque Peugeot au sein du groupe Stellantis. On a eu un petit peu peur. Moi, je vous le dis, en plus, j'ai des amis qui bossent chez Stellantis. À un moment, on dit, mais va y avoir encore la Peugeot, la Citroën, tout ça. Si, Peugeot existe toujours bien. Oui, je peux vous rassurer, Peugeot est une marque importante dans le dispositif Stellantis, puisque c'est la deuxième marque en volume du groupe Stellantis, qui a 14 marques. Quelle est la première ? Les Fiat. Les Fiat, oui, forcément, le groupe franco-italien. Ce que je peux vous dire aussi, c'est quand on regarde les 10 voitures les plus vendues du groupe Stellantis, il y a 3 Peugeot dans ce top 10. Donc je pense que vous pouvez être rassuré sur la place et le rôle de Peugeot. Lesquels, vous les avez de tête ? Bien sûr, vous êtes incollable, la Peugeot 208, la Peugeot 2008 et la Peugeot 3008. Donc 2 SUV et une berline. Bon, très bien. Et je peux vous dire aussi que Peugeot, c'est 1/5 des ventes de Stellantis dans le monde. Et c'est le tiers des ventes de Stellantis en Europe. Donc on a vraiment une position qui est très importante au sein de Stellantis. Alors, ne croyez pas que j'essaye de vous coller, mais je vais quand même essayer. Dans les pays du monde, alors où est-ce que ça marche le mieux à l'étranger ? Alors, on est très présent en Europe. On est en train de se développer très fortement aussi en Afrique, Middle East, Turquie, avec des croissances très importantes. Ouais. Et grâce à la force de Stellantis et toutes les synergies, la marque est de plus en plus présente en Amérique latine. Oui, ça aide. Le fait d'être, c'est une passerelle Stellantis, c'est des synergies très importantes. La 208 est la deuxième voiture la plus vendue en Argentine, par exemple, et elle est dans le top 20 des ventes au Brésil. Donc on a une présence internationale qui est aussi en croissance. Allez, on y va, l'électrique, c'est parti. Alors bon, vous n'avez pas été les premiers, je crois, quand même, à vous lancer dans l'électrique, non ? Alors nous, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'en pleine transition énergétique, on a proposé le choix aux clients avec de l'électrique, de l'essence, et ça nous permettait aussi de nous adapter à l'évolution du marché. Alors aujourd'hui, la 208 et la 2008 électriques sont les voitures les plus vendues de leur segment en électrique, donc on a déjà des positions très fortes. Et nous allons lancer 5 véhicules électriques d'ici 2024. Donc c'est une vraie offensive électrique. Vous ne vous êtes pas lancé dans l'hybride, si ? Non. On a des véhicules rechargeables hybrides. Et on va lancer prochainement une technologie hybride qui permet sur les véhicules de réduire la consommation d'environ 20%. Donc on est sur tous les fronts de l'électrification. Et retenez que fin 2024... chaque voiture de la gamme Peugeot aura une offre électrique. Donc on est vraiment en train de se transformer. Vous êtes présent au moment où on vous attend, quoi. C'est ça. Et dans les différents segments. Bon, alors on vous attend aussi, je ne vais pas vous faire plaisir, Jérôme Micheron, mais sur les prix, parce que les Peugeot sont des belles voitures. Bon, ça coûte quand même toujours un peu cher. Alors est-ce que les électriques, ça va coûter aussi très cher ? Faites un effort là-dessus. C'est dur en ce moment. Les électriques, elles ont des batteries qui aujourd'hui restent chères. Nous avons un positionnement Peugeot qui est un positionnement de généraliste haut de gamme. Donc on ne va pas chercher forcément les premiers on est dans prix. le haut de gamme, on est d'accord. On est dans une forme de haut de gamme. Par contre, on veut avoir une bonne expérience électrique et être bien positionné face à nos concurrents. Sur la Peugeot 508, par exemple, restylée. C'est le terme, certains vont dire stylisé. Alors, nouvelle 508 berline, vous allez chercher aussi quoi ? Quelque chose de joli, de tendance ?
Alors quand on procède à des évolutions de véhicules, souvent à la moitié de leur vie, on travaille plusieurs choses. On travaille l'identité de la marque, donc une évolution de design très forte qui se met au dernier jour des tendances. Mais on veut aussi améliorer des évolutions en matière de connectivité, par exemple. Dans nos systèmes maintenant, vous allez pouvoir connecter vos 2 téléphones, vous allez avoir des mises à jour très simple comme votre smartphone, donc on améliore ça. Et puis aussi... Avec lien, je vous coupe, mais lien smartphone sur lequel il y a le GPS, Waze et tout ça, le fait d'être connecté GPS, ça se perd un petit peu, non ? Non, on ne perd pas du tout. Non. Donc on a même aussi des services connectés qui permettent de gérer son véhicule électrique à distance. Donc on est vraiment en train d'améliorer aussi toutes ces dimensions-là. Ouais. Et puis on améliore aussi sur les véhicules électriques l'autonomie. Donc c'est différentes façons de travailler une évolution d'un véhicule. Alors, exemple de la plus performante des autonomies chez vous. C'est quoi ? En électrique, nous allons lancer la 208 et la 2008 électrique à 400 km d'autonomie. 400 km pour des petites voitures. Et une conduite normale, je veux dire, on n'est pas obligé de vérifier, d'appuyer doucement. Et nous avons déjà annoncé que sur des véhicules plus grands, comme la future 3008 électrique, nous offrirons de 550 km à 700 km d'autonomie. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle dimension. Ça devient le temps d'un plein, on va dire, traditionnel. Alors c'est le temps d'un arrêt en charge très rapide à l'autoroute. Donc voilà, donc c'est une évolution très forte avec des autonomies qui vont vraiment être importantes. Là, ça nécessite de nouvelles interventions, de nouveaux savoirs. Vous avez des ingénieurs. J'imagine que pour passer à l'électrique, pour relever ces défis, vous avez fait appel à de nouveaux cerveaux. Alors c'est une vraie transformation d'entreprise parce qu'on passe des moteurs traditionnels à des moteurs électriques. C'est une conception nouvelle des voitures, mais on a non seulement pu prendre des personnes qui étaient compétentes sur cette dimension-là, mais aussi quand on regarde au niveau de la fabrication, et en particulier sur l'ensemble des usines en France, il y a une vraie transformation des personnes qui travaillaient auparavant sur la production des moteurs diesel ou essence, qu'on a transformé, formé. Donc évolution de carrière à l'intérieur de l'entreprise. Qui aujourd'hui produisent des moteurs électriques et qui vont produire aussi des batteries. Donc c'est un accompagnement dans cette énorme transformation de l'entreprise. Bon, Peugeot, traditionnellement, c'est Poissy, c'est ça, dans les Yvelines, hein ? Il y a beaucoup de sites. Traditionnellement, c'est l'Est de la France, c'est le berceau historique, c'est Sochaux. Le FC Sochaux-Montbéliard en football. C'est Sochaux. Le gros sponsor, ça a toujours été Peugeot. C'est Mulhouse et d'autres sites qui maintenant, avec Stellantis, produisent différentes marques dans les différentes usines. Bon, je reviens sur d'autres projets, sur ce Peugeot, cette Peugeot alors je ne sais pas si vous dites E ou I. Oui, I à l'anglaise, I 2008. Là aussi, donc, c'est nouveau, SUV impertinent et agile. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce qu'on entend par impertinent, c'est des notions de design. Donc on veut quelque chose qui soit assez fort, qui soit sympathique, que les gens aiment la personnalité. Et puis agile, c'est que c'est des voitures que les clients utilisent dans différentes conditions. Ils peuvent les utiliser en ville, mais ils en ont besoin le week-end, en vacances, en trajet. C'est pour ça que sur ces véhicules-là, on améliore l'autonomie électrique et concrètement on va amener 400 km d'autonomie sur la i 2008. Vous faites appel à des designers. Alors quand on parle design, on parle toujours un peu Italie. On fait le parallèle avec la mode finalement parce que la voiture c'est éminemment tendance. Vous êtes aussi appuyé sur le savoir-faire des gens de Fiat pour travailler sur le style ou vous êtes resté Alors, vous avez parlé des passerelles tout à l'heure. On a des marques et donc Peugeot, et on travaille avec une équipe de design de Peugeot, et nous nourrissons, que ce soit le produit, le design, des valeurs de la marque. Et c'est avec ces valeurs qu'ils travaillent pour proposer les évolutions. Mais après, on est dans un groupe dans lequel on voit aussi ce qui se passe chez les autres marques, ce qui permet de protéger l'identité et la différenciation des produits. Oui, donc vous gardez, on va dire, votre propre notre ADN, identité. Exactement. ADN. On cultive notre ADN, notre identité et des valeurs et qui nous protègent et qui sont des forces. Alors, je vois aussi Peugeot e-cockpit, nouveau Peugeot panoramique. Alors, expliquez-nous, là, e-cockpit. Alors, il y a 10 ans à peu près, Peugeot avait révolutionné les intérieurs en transformant finalement l'agencement des intérieurs, en introduisant un tout petit volant,
des informations qu'on mettait au-dessus du volant, parce que c'est de la sécurité. Aujourd'hui, quand vous regardez... Oui, le champ de vision, attention. Ouais. Quand vous regardez votre voiture traditionnelle, vous regardez des informations à travers le volant. Là, on avait positionné, pour des questions de sécurité, des informations au-dessus du volant. Donc c'est devenu une marque de fabrique de Peugeot. On a plus de 10 millions de voitures qui ont été produites avec cet iCockpit. Et à l'occasion de la future 3008 électrique qu'on va présenter en mois de septembre, on a souhaité teaser, présenter en avant-première une très grande révolution sur l'intérieur, avec une grande dalle qui flotte et une organisation qui est vraiment unique à Peugeot. Ça, vous nous éclairez d'une certaine manière, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dangereux, avec souvent le smartphone qu'on met en vision pour avoir le trajet façon Waze, plus les différentes informations, les différents boutons. Au bout d'un moment, on est moins concentré. Donc là, il faut penser à ça. Alors on est vraiment dans cette logique-là où on parle de charge mentale, il faut arrêter de multiplier les écrans, multiplier les fonctions. Donc il y a eu un travail très important sur cet iCockpit pour simplifier, pour concentrer les informations pour le conducteur, donner aussi de quoi divertir un passager, et aussi de simplifier toutes les fonctions. Donc arrêter la multiplication des boutons. Donc c'est vraiment un souci d'ergonomie et aussi de design et de simplification. Ça en fait. Alors moi j'ai connu, ça va vous faire sourire, la 504, hein. Elle m'a emmené au fin fond d'une nuit, et elle s'est arrêtée, elle a vieilli après 300 000 kilomètres. J'avais fini mon déplacement d'un bout à l'autre de l'Île-de-France. Je la remercierai jamais assez. J'étais à la maison quand elle est morte. C'est quoi la voiture la plus emblématique de Peugeot ? Alors, je crois qu'il y en a plusieurs quand on regarde l'histoire. La 504, ça a compté. La 504, bien sûr. Ouais. On peut penser aussi à la 504, au coupé, au cabriolet. On peut penser aussi à la 205. Qui est une voiture qui a été produite et qui reste mythique dans sa façon GTI. Donc il y a quelques voitures comme ça qui sont dans le cœur de beaucoup de clients et qui sont encore très présentes. Et le sport. Alors, Peugeot, je vais vous dire, c'est le cycliste qui parle. On a eu une équipe Peugeot magnifique, les maillots à damier, Bernard Thévenet qui gagnait 2 Tours de France. On vous attendait aussi sur les courses automobiles. On vous sent pas trop présent sur la partie sportive finalement. Alors ce week-end, il y a les 24 heures du Mans qui fêtent leur centenaire, et Peugeot engage 2 voitures, 2 9X8. Donc face à une compétition extrêmement importante. Ouais. Donc on est présent sur les 24 heures du Mans. Peugeot avait gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans quand on monte jusqu'en 93. Donc c'est un nouveau défi que nous sommes donnés, et de se frotter à la concurrence, et c'est ce week-end. Et ça amène d'autres idées la performance amène toujours beaucoup de choses dans la conception des véhicules. Donc et on a des liens très étroits avec les équipes de Peugeot Sport. Bon, vous reviendrez nous en parler, ça. Avec plaisir. Oui, parce qu'il y a des beaux projets. Merci à vous, Jérôme Micheron, directeur de produits Peugeot. C'était bien de faire le point sur cette marque référence en France. Nous allons faire maintenant le point sur un métier référence en France. Dépanneur, remorqueur. Souvent, on en a un petit peu peur. Est-ce qu'ils vont être réglo, etc. Faut appeler un chat un chat. Bon, on va en parler franchement avec Sylvain Cantrel pour Mobiliance, et il va vous dire que les choses se sont réglementées et on peut foncer, on peut compter sur eux. À tout de suite. Nous avons un bon programme ce soir sur Sud Radio avec les voitures qui nous passionnent. On parlait de Peugeot tout à l'heure. Je vous ai dit, ma vieille Peugeot qui m'avait amené jusqu'au bout. Pas eu besoin d'un dépanneur, mais ça peut. C'est comme appeler le docteur finalement. Allô, monsieur le dépanneur, monsieur le remorqueur, je suis malade sur la route. Enfin, comprenez ma voiture. On va parler de ce métier important, métier référence. Sylvain Cantrel, président national du métier de dépannage remorqueur fourrière de Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir, vous parliez de la 504, ça a été mon premier véhicule d'essai à 18 ans, voyez-vous. Vous voyez, moi c'était pareil en fait. Bon, j'avais pas eu besoin du remorqueur, mais en tout cas, on sait qu'on doit pouvoir compter sur vous. Dites-moi, 5630 entreprises aujourd'hui en France proposent cette activité, c'est ça ? Oui, c'est ça. 5630 entreprises. Aujourd'hui, 450 entreprises à peu près qui sont spécialisées sur ce métier parce que c'est un métier qui demande de plus en plus de compétences, et c'est un chiffre un peu évolutif parce que de nombreuses entreprises qui ont cette double activité de réparation automobile et de dépannage remorquage s'orientent vers le dépannage parce que, encore une fois, il y a de vrais enjeux.
Oui, vous, je vous ai présenté, hein, Sylvain Cantrel, président national du métier. Vous avez la main sur tout le monde. Ça doit être difficile de pouvoir surveiller que finalement chacun de ceux qui se disent intervenants soit bien référencé. Alors, c'est un métier qui est très réglementé, notamment sur les zones autoroutières, ce qui est la zone la plus sensible. Hein. Enfin, pour ceux de vos auditeurs qui ont eu l'expérience de s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence, vous imaginez bien que c'est une zone c'est un peu un no man's land et il faut que le service et la sécurité soient complètement assurés sur ce domaine. Et par rapport à ça, les entreprises sont structurées, l'État met des contraintes aux sociétés d'autoroutes qui nous les répercutent, et donc les choses sont extrêmement surveillées autour de ça. Bon, je pense que... On va justement évoquer toutes ces questions, parce qu'il y a aussi problématique de confiance, j'en parlais tout à l'heure. Mais déjà, pour bien comprendre la problématique, il y a déjà le dépanneur remorqueur pour les particuliers et pour les professionnels. Il y a deux démarches différentes, hein. Oui, alors effectivement, vous avez les interventions sur les véhicules légers, ce que vous voyez un peu au quotidien, et puis on a aussi nos amis et clients transporteurs qui quelquefois ont des difficultés avec leurs poids lourds, et il faut pouvoir subvenir à leurs demandes et à leurs besoins. Et là, c'est pas la même histoire. Hein. Là, c'est pas la même histoire pour le coup. C'est pas la même histoire. Non. Les compétences sont pas les mêmes. Les enjeux financiers sont pas les mêmes non plus. Mais ça reste un métier de professionnel, et ça reste un métier de compagnons engagés autour de ça, autour de la sécurité, autour du service. Bon, alors sur la dialectique précise, donc il y a dépannage, remorquage. On est bien d'accord que le remorquage est la deuxième étape, ou pas forcément. Il faut faire là aussi un diagnostic. Monsieur, je vous dépanne, ou madame, je vous dépanne, et monsieur ou madame, je vous remorque ou pas. Bien sûr. Alors, tout dépend des secteurs d'intervention sur lesquels nous sommes. Vous imaginez quand même que sur l'autoroute, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Encore une fois, hein, si vous faites l'expérience de vous arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence, votre envie, c'est de vite quitter l'endroit. Et nos dépanneurs ont cette contrainte d'intervenir en moins de 30 minutes sur oui, c'est ça, en plus, il faut faire vite. Ouais. Bien sûr, il faut faire très vite. Hein. Alors, j'aime à rappeler que quelquefois, sur le territoire français, il est difficile de trouver un médecin, mais pour des contraintes qu'on connaît tous. En revanche, on peut, nous, professionnels de l'automobile, vous assurer la présence d'une dépanneuse en moins d'une heure sur tout le territoire. Ce qui est quand même, vous avouerez, une performance. Ouais. Alors, aujourd'hui, notre intérêt, c'est de mettre l'usager en sécurité, c'est de lui assurer une continuité dans son trajet, une continuité dans sa mobilité. Et c'est ce en quoi notre métier a un peu changé. Aujourd'hui, les véhicules, par exemple, sont de moins en moins équipés par de roues de secours. Quand à une époque, on pouvait intervenir et changer la roue de secours quand l'usager avait une difficulté pour le faire, aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Donc, ce qui est important, c'est d'évacuer le véhicule, de le mettre en sécurité, de mettre en sécurité le véhicule, mais avant tout, l'usager et les passagers, et puis d'assurer une continuité dans la mobilité. Bon, vous parliez évidemment de ces interventions qui sont hyper dangereuses, notamment sur les autoroutes, hein, ou même sur des routes très fréquentées. Il y a des consignes de sécurité très précises. Vous nous rappelez 2-3 points ? Alors, le corridor de sécurité, c'est un élément important. C'est un élément pour lequel nous, professionnels, et notamment Luc Lebaron, président d'une association qui s'appelle Fier d'être dépanneur, s'est beaucoup battu pour obtenir ce texte dans le code de la route. Il est simple, en fait, à partir du moment où vous voyez un véhicule immobilisé sur une bande d'arrêt d'urgence ou sur une voie de circulation, l'idée est de s'écarter, de laisser un espace de sécurité, parce que pour mémoire, en 2021, on a eu plus de 121 chocs de véhicules de voirie, type d'intervention. Alors ça comprend les agents autoroutiers, les agents des directions interdépartementales des routes, mais aussi les dépanneurs. Voilà. Et puis aussi quelquefois nos clients. Bon, alors c'est un métier en tension. Vous avez des postes à proposer, vous recrutez. Alors, on recrute, on forme. C'est un métier qui est en pleine évolution. Alors,
J'imagine que vous voyez un petit peu les dépanneuses circuler aujourd'hui. Oui. J'imagine que vous avez vu un petit peu l'évolution de la qualité du graphisme de nos véhicules. Enfin, ce sont des véhicules de passionnés. Alors, on offre effectivement une opportunité à des jeunes de se former, de venir nous rejoindre, sauf que, encore une fois, cette notion de sécurité est importante parce que nombreux d'entre eux sont un peu réticents sur ce risque qu'ils prennent d'être sur le bord des routes et d'être un peu malmenés par des usagers. Voilà, ça peut faire peur. Effectivement. Bon, on invite d'ailleurs tous ceux qui habitent dans la région de Toulouse à venir participer au salon du dépannage qui est organisé par Mobiliance, 24, 25, 26 octobre prochain. Ça sera très intéressant. Merci à vous, en tout cas Sylvain Cantrel, président national du métier dépannage remorquage fourrière de Mobiliance, de nous avoir éclairés. Et puis, si ça vous dit, vous les auditeurs de Sud Radio, vous cherchez un métier sympa, un métier où il faut y aller, où il y a de la place, eh bien, voici un exemple. Nous restons avec les vraies voix qui font rouler la France. Dans un instant, une innovation incroyable. Made in France, Cocorico. Vous allez voir, ça vaut le déplacement. À tout de suite. Deuxième partie avec du Cocorico à volonté. Les Français sont forts dans le service, dans l'innovation, tout ce qui concerne la voiture. Dans un instant, nous parlons avec Éric Boudot, un kit révolutionnaire. Et puis, on accueille aussi Alexis Fréjean, qui est le fondateur de Vroomly. Bonsoir Alexis Fréjean. Bonsoir, c'est bien, ça va. Merci à vous d'être là. On rappelle que vous êtes une plateforme de réservation de garage et puis aussi une aide pour les garagistes avec un comparateur de pièces auto. Mais commençons donc par ce beau Cocorico. Alors Éric Boudot, vous êtes le directeur général de Green Corp Connection, une PME d'environ 200 salariés dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, grande année pour vous. Un kit équipement capable de transformer une voiture citadine ou un utilitaire classé critère 3 en hybride rechargeable. Oui, ça existe. Vous allez peut-être sauver des milliers de Français qui se disaient « je peux pas utiliser ma bonne vieille voiture et je peux pas en acheter une ». Vous avez conscience que vous êtes sur le point de faire un peu le jackpot là, non ? Le jackpot, je ne sais pas. En tout cas, on est sur le point d'apporter une solution à la décarbonation et à la problématique de la santé publique dans les centres-villes, qui pour l'instant était plutôt un sujet problématique pour les Français avec l'accès dans les fameuses ZFE. Et de trouver une solution technologique d'abord qui permet de transformer effectivement un véhicule plutôt ancien dans un véhicule hybride rechargeable avec un coût plutôt acceptable. Donc en France, environ 43 ZFE, une zone à faible émission. L'idée de ce dispositif, qui est un dispositif donc rétrofit appelé Twin qui est d'ailleurs, il y a des usines de fabrication aussi proches d'Aix-en-Provence. L'idée, c'est on va voir un spécialiste, un garagiste, et il nous installe un kit. Et à partir de ce moment-là, on a une partie de notre vie au quotidien avec la voiture qui fonctionne en hybride rechargeable. On garde aussi la partie traditionnelle thermique. Oui, tout à fait. En fait, le principe, il est assez simple. C'est que vous allez aller voir demain un distributeur. On est en train de finaliser des accords avec 3 grandes structures de distribution françaises qui nous permettront d'avoir dès 2024, on l'espère, plus d'1 millier de points en France à peu près partout. Et l'idée, c'est que vous allez rentrer et en une journée de travail, alors moyennant les rendez-vous, mais en une journée de travail, votre véhicule qui gardera sa motorisation thermique sera modifié pour accepter une motorisation électrique avec un petit pack batterie qui viendra se loger dans la partie coffre ou roue de secours et qui permettra d'avoir à peu près 70 km en 100% électrique et donc de pouvoir faire les accès urbains sans aucun problème tout en gardant l'autonomie maximale de la voiture initialement conçue. Éric Boudot, j'aurais pu vous poser la question tout de suite sur le prix, mais on va attendre parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça, vous, les auditeurs de Sud Radio. Déjà, Éric Boudot, vous avez été reçu par le ministre de l'Industrie, je vais bien le prononcer, Roland Lescure, parce que, évidemment, l'État est intéressé par ce procédé. Oui, bien sûr, l'État est intéressé par ce procédé puisqu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de trouver des solutions pour maintenir l'équation, on va dire, santé publique, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis accessibilité.
Donc effectivement, on a travaillé de concert avec les services de l'État pendant plusieurs mois, puisque on avait plusieurs sujets à évoquer et à travailler, qui sont l'homologabilité et l'homologation des véhicules, et puis les aspects financiers pour rendre ce dispositif le plus abordable possible. Sur décidément, je me fais mon spécial. Sur l'homologation, vous confirmez que ça y est, c'est fait ou pas ? Oui, bien sûr. On a aujourd'hui un cadre législatif français qui existe, qui va être un petit peu amendé, et c'est en cours, et qui va permettre de faire une homologation. Alors ça, nous, en tant que constructeurs, finalement, on va faire une homologation par type de véhicule. Et une fois que cette homologation sera validée, ça permettra d'avoir un kit disponible dans n'importe quel garagiste, on va dire, agréé. Si je schématise, en gros, c'est l'essuie-glace avec sa pièce d'adaptation, et on aura une petite pièce d'adaptation sur notamment la boîte de vitesse, puisqu'on vient supprimer la boîte de vitesse du véhicule. Le véhicule devient un véhicule automatique. Et donc, on a une petite pièce d'adaptation, mais tout le reste du kit sera universel. Bon, d'un point de vue politique, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on le sait, en politique, ce n'est jamais simple. Pour faire court, en 2035, il restera encore 20 millions de véhicules thermiques en France. D'où ce projet lancé par le président Emmanuel Macron, commercialiser un véhicule électrique pour 100 € par mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir une incitation pour ceux qui ont ces véhicules qui ne passeraient pas dans les ZFE, une incitation pour acheter électrique. Donc du coup, votre kit serait moins prisé. Alors que va trancher finalement le ministre et puis j'imagine plus généralement le gouvernement? Est-ce qu'il joue votre carte à fond ou est-ce qu'il la laisse un peu de côté et ils se disent on va développer l'histoire des véhicules électriques à 100 € par mois? Bon, écoutez, je ne vais pas répondre à la place du gouvernement, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on va aller jusqu'à 2035 avec un parc de véhicules d'à peu près 20 millions toujours en thermique. Et finalement, il y a la place pour toutes les bonnes solutions. Et vous l'avez signifié, c'est une transition. Donc cette transition, elle va demander du temps. Elle va demander du temps et de travailler aussi à la seconde vie des véhicules, puisqu'on ne va pas mettre tous les véhicules à la casse demain matin pour les changer. Logique. Au-delà de l'aspect tarifaire et de l'aspect effectivement engagement à 100 € par mois sur un véhicule neuf, qui aujourd'hui est un vrai challenge, puisqu'aujourd'hui un véhicule neuf électrique, c'est un coût important, tout comme d'ailleurs un rétrofit 100% électrique, parce que nous travaillons dans d'autres segments de véhicules. C'est pour ça qu'on a été sur cette notion d'hybridation qui permet quand même de répondre très rapidement à la problématique et puis de les laisser le temps d'arriver vers un renouvellement de parc qui va prendre quand même plusieurs années. Oui, mais enfin, je me dis que finalement, si votre kit est efficace et qu'il satisfait les clients, peut-être qu'il peut durer parce que, bon, là, on se dit que ça peut être un choix de transition, mais pas forcément. Oui, pas forcément. Finalement, c'est laisser le choix au consommateur de garder un véhicule dans la période où il peut le faire, avec la fameuse arrivée effectivement de ces ZFE. Vous avez précisé tout à l'heure l'objectif du CRIT 3, mais notre kit peut s'adapter aussi bien au CRIT 2 qu'au CRIT 3. L'idée est de faire un lancement pendant les 2 premières années sur le CRIT 3, qui sont les véhicules qui vont être interdits dans les ZFE. Et juste pour information, on parle quand même de 10 millions de véhicules CRIT 3 aujourd'hui qui circulent et qui sont utilisés au quotidien par les Français. Ouais. Donc je ne pense pas qu'on a 10 millions de véhicules 100% neufs électriques qui vont pouvoir être vendus et économiquement acceptés dans les 2 ans. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pour toutes ces solutions qui permettront de transiter progressivement. Et ça concerne et les voitures diesel et les voitures essence d'ailleurs, précisons-le. Alors voici la question. Et les utilitaires. Et les utilitaires. Donc voici ma question, Éric Boudot. Combien? Quel prix? Sachant que si je suis passé par la case État, j'imagine que, allez, sur les 7 500 € que coûte ce kit, il y a la possibilité d'avoir des aides de l'État. Ça fait partie des négociations. Oui, tout à fait. Le ministre est venu nous visiter, comme vous l'avez souligné la semaine dernière, a fait des annonces très, très, très claires en exprimant les projets en cours qui devront être validés par le projet de loi de finances en fin d'année, mais qui sont d'aller sur une orientation de descendre le kit dans tous les cas au minimum en dessous de 5 000 € une fois les aides de l'État apportées. Donc on parle bien de TTC, distribution, installation comprise. Et donc l'idée, c'était d'aller effectivement vers un 80-100 € par mois avec un financement, puisque les distributeurs avec qui nous travaillons s'engagent à mettre du financement pour le citoyen, et d'avoir ce 80 à 100 €, alors qu'il n'a rien à voir finalement dans le calcul que nous avons fait par rapport
à la promesse du président, et qui est très bien, mais nous, on a plutôt fait le calcul en se disant que 80 à 100 euros par mois avec une utilisation fréquente du véhicule, ça correspond globalement au coût économisé de carburant. C'est-à-dire qu'on peut obtenir la transformation de son véhicule si on est un utilisateur fréquent de sa voiture pour rentrer dans la ZFE, ce qui est le cas de beaucoup de personnes pour aller au travail, et que finalement, économiquement parlant, on va faire l'économie d'essence correspondante au financement de l'intégration du kit. Bien évidemment, c'est la problématique derrière tout cela, et nos amis conducteurs qui nous écoutent sont évidemment très précautionneux de faire les bons calculs. Donc je le rappelle, aujourd'hui vous transformez les modèles diesel et essence style Clio, Scénic, Mégane, Dacia Sandero, des utilitaires style Kangoo donc en 2024, et après d'autres marques devraient pouvoir bénéficier du kit? Oui, l'idée c'est de passer à la certification et de mettre disponible dans les réseaux de distribution à peu près 17 véhicules, 17 types de véhicules avec leurs différentes variantes et motorisations entre 2024 et 2025, ce qui permettra de couvrir à peu près, avec priorité sur les diesels bien sûr, puisque c'est les plus concernés, ce qui permettra de couvrir environ 3,5 millions de véhicules éligibles, on va dire, en 2025, et puis après on ne s'arrêtera pas. On ira au bout de l'intégralité des véhicules éligibles en CRIT 3 et on passera au CRIT 2 quand les contraintes ZFE se resserreront vers le CRIT 2, puisque c'est ce qui est prévu dans les prochaines années. Bon, c'est vraiment une très très belle trouvaille. Bravo, on est fiers, hein, c'est français. Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, vous, Éric Boudot, donc directeur général de Green Corp Connection. On vous l'a fait, Boudot, c'est du bon boulot, hein? Oui, c'est pas mal. Bah oui, allez, bravo, bravo. Et puis je la referai pas, ouais. C'est juré, je la referai pas, mais en tout cas, bravo. On est très fiers que ce soit français, ce kit. Merci, Éric Boudot, on se retrouve. Merci, un petit signe des 24 heures du Mans, puisque je vous appelle depuis la pit lane des 24 heures du Mans. Ah, très important. Bah, on parlait avec Peugeot tout à l'heure, il y aura 2 voitures Peugeot. Vous voyez, on a le regard, bien sûr, sur les 24 heures du Mans. Merci à vous, Éric Boudot. Dans un instant, donc, autre entreprise française, Vroomly, avec Alexis Fréjean, son fondateur, qui est avec nous, une start-up qui va bien là aussi, version bleu, blanc, rouge. À tout de suite. Nous avons un programme particulièrement intéressant. On a parlé Peugeot, on a parlé des dépanneurs remorqueurs, on vient de découvrir un kit révolutionnaire pour passer du véhicule thermique à l'hybride. Dans les fameuses ZFE, c'est une vraie révolution. Maintenant, nous abordons la partie échange plateforme. C'est l'outil indispensable pour développer son garage, disent-ils. Vroomly, avec Alexis Fréjean, son fondateur, qui est avec nous. On écoutait, vous étiez en studio avec nous, cette belle trouvaille française. Là aussi, on peut parler d'un fonctionnement à la française que vous avez fondé, Alexis Fréjean. Alors, notamment, on a quelque chose qui marche bien chez les docteurs, hein, c'est Doctolib. Ouais, effectivement. Finalement, c'est la même idée, mais pour les garages. Ouais, en tout cas, c'est un point de départ. Vroomly, en fait, c'est la plateforme Internet qui a pour seul but de simplifier l'entretien auto. Et donc, quand on dit simplifier l'entretien auto, finalement, on a 2 clients. Il faut simplifier l'entretien auto pour les automobilistes. On sait tous qu'aller chez le garagiste, c'est un peu comme aller chez le dentiste. On sait qu'il faut le faire. Bien vu. Mais oui. c'est jamais tellement, c'est jamais tellement un plaisir. C'est plutôt une corvée, malheureusement. Et en même temps, c'est hyper utile. Et donc, on a lancé un premier produit il y a maintenant 6 ans, qui est Vroomly.com, qui est effectivement un peu le Doctolib des garages, c'est-à-dire une plateforme de comparaison de garages suivant tous les critères, donc un devis à l'euro près, les avis sur les garages. D'accord, c'est-à-dire que en fait, en fonction du diagnostic, vous dites vous pouvez aller là parce qu'il y a de la place et parce qu'ils savent faire, mais aussi finalement au niveau du devis, ouais. Du devis. On est capable. Ça a été un peu ce qui nous a permis de nous lancer il y a maintenant 5 ans, c'est le fait de pouvoir faire un devis à l'euro près sur n'importe quel véhicule, n'importe quel garage, pour n'importe quelle intervention. Ah ouais. Et donc vous avez le prix, vous avez les avis des clients, vous avez la disponibilité du garage et vous prenez rendez-vous directement sur Vroomly. Donc ça a permis côté automobiliste de créer de la transparence sur l'information, donc finalement de créer un peu de confiance. Mais finalement, comme je vous le disais, on a 2 clients. On a l'automobiliste d'un côté, mais aussi le garagiste. Simplifier l'entretien auto, ça passe aussi par simplifier la vie du garage. Oui, parce que même chose, on parlait des médecins, mais tout le monde n'a pas la secrétaire médicale. Chez les garages, tout le monde n'a pas non plus. C'est exactement pareil. En fait, nous, le but, c'est par la transparence, mettre en avant la majorité des garages qui font du très bon boulot, qui sont des très bons techniciens. Pas tous forcément, il y en a des très bons et il y en a des moins bons communicants. Mais en revanche, de leur permettre de se focaliser sur leur vrai métier qui est la mécanique
Et donc nous, Vroomly, on essaye de simplifier évidemment la gestion de ces rendez-vous, mais aussi l'édition de ces devis, de ces factures, bref. Ils peuvent se concentrer sur la mécanique pour s'occuper au mieux de leurs clients. Bon, il faut quand même que le client qui fait une recherche et qui passe donc par Vroomly ait fait aussi quand même un bon diagnostic, parce qu'on peut dire je crois que c'est juste un problème de roue et puis ça peut être problème de moteur, quoi. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que 80% des entrants d'atelier en France, mais enfin dans toute l'Europe, sur le parc européen, c'est de l'entretien courant. Donc ça veut dire que vous savez en fait que vous avez une révision à faire, que vous avez les plaquettes à changer, et ça c'est 80% des entrants en atelier. Ouais. Donc ça c'est assez simple, effectivement. C'est assez simple. Voilà. Donc ça c'est la majorité de nos clients arrivent en disant je pense qu'il faut que je fasse ça. Et donc là, nous, on s'engage sur un devis à l'euro près si, évidemment, l'intervention a lieu. Et après, effectivement, on a développé des solutions de diagnostic, c'est-à-dire que le client prend rendez-vous pour un problème d'embrayage, s'il entend un bruit, ce genre de choses, c'est plutôt marginal. Et là, dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de devis, mais on prend un rendez-vous chez un garage de confiance et il verra avec le garage comment il va gérer le point. Dites-moi, en vous écoutant, je pense à certaines émissions qu'on a déjà fait sur Sud Radio sur la fameuse intelligence artificielle. Ça va être votre ami numéro 1, vous, l'intelligence artificielle, parce que les personnes vont rentrer des éléments et ils vont tout de suite faire un diagnostic, et là, pour votre devis, vous êtes béton. Effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, notamment pour un chatbot en ligne, pour essayer d'avoir un pré-diagnostic lorsqu'on a des doutes. Après, on remplacera jamais, nous, on est vraiment, c'est pour ça qu'on se met vraiment entre les deux, on remplacera jamais le savoir-faire d'un mécanicien qui, lui, a vraiment de l'expérience et est diplômé. Et donc, de toute façon, ça sera toujours qu'un pré-diagnostic. Après, il faudra quand même passer en atelier. Mais c'est souvent pour le client, mais c'est ce qui est le plus important, parce que vous dites, ça fait pas plaisir d'y aller, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais là, on a déjà une première... C'est ce dont on a besoin, de savoir à peu près vers quoi on va déjà. Exactement, mais encore une fois, nous, dans 80% des cas, 80% de nos clients ont déjà eu un devis avant d'y aller. C'est-à-dire que c'est juste marginalement qu'ils ont besoin de plus d'infos sur place. Sinon, en fait, vous savez que vous venez pour la révision, et nous, on a accès à votre... Par exemple, je sais pas, vous roulez dans quelle voiture ? Moi j'ai une Toyota, j'ai une Renault, voilà. Une collection de voitures impressionnante. Non, de voitures, si vous voyez ce que je veux dire. On s'arrête à mais bon, on a le carnet d'entretien de votre Toyota, donc vous rentrez votre kilométrage, nous on connaît l'année de mise en circulation, et donc on sait que lorsque vous voulez faire votre révision, la révision constructeur comporte ces 6 interventions-là, et on est capable de vous les pricer. Ouais. Voilà, et puis même chose pour les Renault d'ailleurs. Même chose pour tous les véhicules Voilà, mais je précise qu'avant j'ai eu des Ford, j'ai eu des Peugeot, mais bon, c'est une autre époque. Voilà. Alors, autre activité pour vous chez Vroomly, cher Alexis Fréjean, et là, c'est une activité qui s'adresse directement aux professionnels, un comparateur de pièces auto. Ouais, effectivement, en fait, on s'est posé la question, notre mission c'est de simplifier le quotidien de nos clients, donc garagistes, automobilistes, on en a parlé. On s'est demandé, mais finalement, qu'est-ce qui gêne les garagistes dans leur quotidien ? Il y a 2 tâches qui sont très chronophages. C'est éditer des devis. C'est-à-dire que toute la journée, on a un client qui passe à l'atelier ou un client qui appelle au téléphone en disant mais combien ça me coûterait ? Les fameuses charges administratives, ça ressemble à ça. Voilà, et finalement, pour le client comme pour le garagiste, c'est plus simple d'avoir un devis objectif qui est réalisé. Donc, on a un deviseur en ligne qui permet d'éditer les devis et de faire des factures suivant évidemment les critères du garagiste, qui réplique exactement le prix qu'il aurait fait. Et donc les pièces. Et de l'autre côté, effectivement, les pièces. Là, le but, c'est de permettre aux garagistes d'avoir accès à la plus large gamme de pièces en Europe. On a 1,5 million de références en ligne. On travaille avec les distributeurs qui travaillent déjà avec les garagistes. C'est juste qu'on a agrégé aujourd'hui une trentaine d'acteurs. Donc il a la plus large gamme de pièces. Il a des livraisons très rapides. On le livre en 2 heures ou en 4 heures. Et derrière, surtout, comme on a du volume, on permet à nos 6000 garages partenaires, principalement des garagistes indépendants, d'avoir en fait des prix négociés et beaucoup plus intéressants pour lui, mais aussi pour le client derrière. Très intéressant, parce que je discutais justement avec des amis garagistes qui se sont pris, le Covid, plus la guerre en Ukraine, et il était de plus en plus difficile d'anticiper sur les pièces disponibles, sur finalement les prévisions de leur travail, et certains étaient complètement perdus. Mais tout à fait. En fait, l'anticipation, c'est un peu l'anticipation d'abord des coûts, mais même des rendez-vous, c'est un peu le nerf de la guerre dans ce métier-là. Finalement, Booking, la prise de rendez-vous de Vroomly, ça permet aux garagistes de voir plus en avance les clients qui vont venir. Et de l'autre côté, vous l'avez dit, on sort quand même de 3 années complètement hallucinantes. On n'a jamais connu ça entre les deux confinements et la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a une forte inflation sur les pièces. Ce qu'on voit, d'ailleurs, on avait sorti une étude sur l'inflation des pièces il y a quelques mois, c'est que les garages n'ont pas encore tous impacté
le prix, la hausse des prix à l'achat de leurs pièces sur le client, mais que ça va arriver. Ça va arriver, voilà. Et donc ça, on parlait d'anticipation, c'est important avec l'été qui arrive de faire son entretien auto le plus tôt possible pour l'automobiliste, parce que les prix vont augmenter fortement dans les semaines qui viennent, quoi. Message important et reçu. Les dernières questions concernant Vroomly, je disais, start-up française, on a cette belle demi-heure avec les entreprises françaises. Bon, vous avez attaqué l'étranger, vous êtes déjà en Espagne, c'est ça? On n'est pas déjà en Espagne, mais on a déjà ouvert des bureaux. Et effectivement, on va lancer l'Espagne en 2024. On a la chance qu'en France, ça se passe bien. Aujourd'hui, on a un garage sur 4 en France et sur la plateforme. On a 2 millions de Français tous les mois qui consultent la plateforme. Donc, on a vraiment réussi à fédérer à la fois les garages automobilistes. Et donc, on a envie d'aller aider aussi nos amis espagnols et puis pourquoi pas après derrière italiens ou allemands derrière. Je veux par exemple me renseigner pour avoir un garagiste, je vais sur votre plateforme, c'est payant ou pas? Non, alors en fait c'est entièrement gratuit pour l'automobiliste, c'est-à-dire que vous arrivez, vous rentrez votre plaque, on reconnaît votre véhicule. Et là, vous avez accès donc à tous nos garages partenaires avec les critères. Et derrière, en fait, on va prendre une commission de 10% Bien sûr, avec sur le garagiste. Avec le garagiste. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le prix affiché est exactement le même que si vous aviez eu le garagiste en direct. Bien compris. Bravo à vous, Alexis Fréjean. Même Merci, chose, Frédéric. fondateur de Vroomly. Voilà, c'était une heure qui détendait un petit peu après cette actualité si particulière aujourd'hui que vous avez suivie sur Sud Radio. Voilà pour les vraies voix qui font rouler la France. Demain, vous retrouvez bien sûr et Cécile de Ménibus et Philippe David depuis Marseille pour le G500, on en a parlé. Maintenant, c'est conseils de famille avant de retrouver Yvan Cugius. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission et notamment le réalisateur Benoît Goutorbe et Aurore Cachia aussi avec vous, la relation au niveau des réseaux sociaux. À bientôt.